Pour moi, la balance générale, c'est pas que un document comptable comme un autre. Pour moi, la balance générale, en réalité, c'est le point de départ de la finance internationale. Pour comprendre ça, il faut comprendre comment la comptabilité fonctionne. Au quotidien, vous avez les comptables qui passent des écritures dans des logiciels comme SAP ou comme Sage. Ces écritures sont synthétisées dans un document qu'on appelle le grand livre. Le grand livre, c'est l'ensemble, ligne par ligne, des enregistrements comptables. Mais il y a un problème. Il y a un petit problème avec ce grand livre. C'est que le grand livre, il est long. Il est, en fait, très très long. C'est pour ça qu'il existe une synthèse du grand livre qui est justement la balance générale. Je m'appelle Dylan, j'ai passé 4 ans dans un grand cabinet d'audit à Paris et mon ambition, mon objectif avec Audit IQ, c'est de vous donner à vous toutes les clés pour réussir au sein des grands cabinets. Alors on attaque, c'est parti, let's go! La balance générale, c'est vraiment le point de départ de notre audit. C'est le premier document qu'on demande au client pour commencer l'intervention, le lundi matin, et c'est avec ça qu'on attaque les travaux. La première chose qu'on doit faire, déjà, c'est de la fiabiliser. Parce qu'on va passer des centaines d'heures à auditer la balance générale, donc on n'aimerait pas utiliser un fichier Excel qui n'est pas à jour ou qui est le mauvais document. Cette balance générale que je vous montre en fait sur fichier Excel, c'est pas n'importe quelle balance générale. Vous vous souvenez qu'on a audité Carrefour. Là, on va continuer d'auditer Carrefour. On se retrouve sur les comptes annuels de Carrefour Hypermarché qui ont été audités par Deloitte. Et la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier que c'est que le solde N-1 qui a déjà été validé, donc le résultat N-1, donc je vais vous le montrer. Là, vous voyez que on a en N-1 une perte de 453 301. Et justement, quand on fait la somme des comptes 6 et des comptes 7, on retrouve ici, on va refaire la somme. Mon Excel est en anglais et je vous conseille vivement de passer votre Excel aussi en anglais parce que ça vous habituera à travailler dans les conditions des cabinets. Quand on fait la somme des comptes 6 et des comptes 7, on retrouve bien les pertes qui sont dans les états financiers de Carrefour. Donc ça, c'est la première vérification qu'on fait pour nous assurer qu'on utilise bien la bonne balance générale. Mais c'est pas tout. Toujours avec cette logique de débit ou de crédit, il y a un principe qui est important en comptabilité, c'est le principe de partie double. Quand vous prenez une écriture de base, c'est la fameuse écriture d'achat, 607 au débit, TVA déductible au débit et en contrepartie le compte fournisseur. Quand vous voyez cette écriture, il y a une chose qui est importante, c'est le respect de la partie double. En comptabilité, il y a toujours des emplois et des ressources. Donc une écriture comptable, le solde, quand on fait la somme des débits moins tous les crédits, doit toujours être égal à 0. C'est pour ça que la deuxième vérification qu'on fait, c'est de nous assurer que quand on prend la somme de toutes les écritures de la balance générale, de tous les soldes de la balance générale, aussi bien en N qu'en N-1, on est bien en total égal à 0. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. On fait somme, on sélectionne tout, raccourci clavier indispensable. Vous n'avez pas le droit de ne pas les maîtriser, donc je vous ai mis une vidéo aussi, je vous avais fait une vidéo aussi un peu plus tôt par rapport à ça. Donc quand on fait la somme, eh bien nul qui est soldé qui est à 0. Donc ça, c'était la deuxième vérification qu'on fait pour nous assurer que la balance générale est fiable.
Bon, il y a un petit problème qui se pose à nous. On a cette balance générale. Le problème, c'est que on n'y voit pas très clair. Je vous ai pris un cas simple. Si on regardait le vrai exemple avec Carrefour Hypermarché, on voit qu'ils ont des milliards d'euros dans le compte de résultat et dans le bilan. On imagine que leur balance générale doit faire peut-être 200-300 lignes. C'est illisible. C'est pour ça qu'il existe des documents de synthèse euh, et qu'on retraite en fait cette balance générale pour en faire justement des documents de synthèse, donc le compte de résultat et le bilan. En pratique, on utilise ce qu'on appelle des macros sur Excel. Une macro, en fait, ça apparaît sur Excel dans l'onglet développeur. Avant ça, vous devez activer l'onglet développeur dans les paramètres qui sont ici, personnaliser le ruban et vous devez sélectionner la case développeur. Sinon, c'est pas affiché de base. Quand vous avez cet onglet développeur, ici vous avez des macros. En fait, ce sont des programmes quand vous exécutez qui font un ensemble d'opérations de manière automatique. C'est beaucoup plus facile que ça en a l'air, surtout à l'heure de l'IA, où aujourd'hui tout est faisable rapidement. Mais pour vous montrer un exemple rapidement, c'est que, imaginons que je souhaite, par exemple, pour tous les fichiers Excel que j'ai, on va dire que le cabinet souhaite que la police ne soit pas calibrée, mais soit par exemple Arial. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une macro, je vais record la macro, hop, on va mettre mise en forme. Et maintenant, la macro enregistre, ça veut dire que toutes les actions que je vais mettre sur Excel vont être enregistrées, je vais pouvoir les exécuter plus tard sur un nouveau fichier. Donc là, je vais sélectionner toute, je vais sélectionner toute la balance générale. Je vais changer la police, je vais mettre Arial. Et on va dire que je vais mettre Arial 9 ou Arial 8. On va dire aussi que je souhaite, par exemple, ici, afficher les données directement en monétaire, en euros. Donc ça, c'est enregistré. J'arrête la macro. Et l'intérêt de la macro, c'est, vu que je sais que je vais devoir reproduire cette action-là plusieurs fois et que je veux gagner du temps, je vais pouvoir, hop, prendre un nouveau fichier. On va prendre celui-là, aller sur les macros et puis l'exécuter, run, et ça va automatiquement, vous voyez, ça a modifié automatiquement le, la police et ça les a mis en euros. Donc c'est ça l'intérêt de la macro, c'est d'enregistrer des actions. Quand on rentre dans la macro que j'ai exécutée avec le record, on voit que ici ça a programmé en fait, ça a traduit ce que j'ai fait avec ma souris, avec le clavier, en commande. Et c'est pour ça que sur les macros, il y a deux façons de faire. Soit vous lancez une macro, vous enregistrez une macro avec le recorder que je vous ai montré, ou vous pouvez aussi directement coder la macro, et c'est intelligent notamment avec l'arrivée de l'IA. Vous pouvez simplement demander à l'IA de coder la macro pour qu'elle puisse exécuter rapidement ce que vous souhaitez faire. En pratique, les cabinets ont déjà des macros qui sont bien sûr bien établis depuis parfois des dizaines d'années. Simplement, vous, votre rôle en tant que junior, ça va être de récupérer la balance générale que vous aurez reçue de la part du client, et puis de compléter la macro, de l'exécuter pour justement obtenir la synthèse de la balance générale, qui est justement le bilan qu'on voit ici, et le compte de résultat qui est ici. Euh, c'est les mêmes informations, c'est juste présenté d'une manière beaucoup plus synthétique. Par exemple, quand vous voyez les disponibilités qui sont indiquées ici, on nous dit qu'on a 59 millions de disponibilité, donc 60 millions arrondis de disponibilité en N, et 179 millions arrondis en N-1. Et ça correspond exactement au compte 512 qui est ici. Et c'est le cas pour toutes les lignes de la balance générale. En fait, le bilan, le compte de résultat, c'est simplement une information qui est présentée de manière beaucoup plus synthétique. Si on fait ça, c'est pas pour rien. Si on fait ça, c'est parce que ça nous permet de nous rendre compte que déjà, on doit choisir nos combats. Parce que n'oubliez pas qu'on n'a jamais en audit le temps de tout auditer. En l'occurrence, sur Carrefour, on se rappelle qu'ils ont un bilan qui s'élève à plus de 4 milliards. Dans ce bilan, il y a des choses qui sont très importantes. Sur les 4 milliards, on a déjà 1 milliard d'immobilisation corporelle, on sait qu'on va l'auditer. On a 1 milliard de stock, pas de question, on sait qu'on va les auditer. Mais par contre, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'auditer des emprunts et dettes financières qui s'élèvent à 8,9 millions ?
Est-ce que ça vaut le coup d'auditer des avances qui s'élèvent à 4 millions? Absolument pas. En fait, cette présentation de la balance générale en état financier, ça nous permet d'y voir plus clair pour justement passer à l'étape suivante, l'étape de calcul des seuils. Les seuils, les seuils, les seuils. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, je vous en ai fait une vidéo à part entière, donc aujourd'hui on va aller droit au but, on va pas perdre de temps. Il y a 3 seuils en audit. Le seuil de signification, qui nous permet de savoir, je vais vulgariser volontairement, mais qui nous permet de savoir quelle est la nature de la conclusion qu'on va apporter à la fin de l'audit. En gros, si toutes les erreurs qu'on a identifiées dépassent le seuil de signification, alors on estime que les comptes ne sont pas fiables, et du coup, on peut refuser de certifier, ou certifier avec des réserves dans certains cas. Ensuite, on a le seuil de planification, qui est celui qu'on va utiliser pour savoir quel compte on va auditer, donc quel poste des états financiers on va auditer, et quel poste on ne va pas auditer parce qu'ils sont trop petits. Et le dernier seuil qu'on a, c'est le seuil de remontée des anomalies, qui est simplement un seuil qu'on utilise lorsqu'on identifie une petite erreur pour savoir si on va demander au client de la corriger ou si l'erreur est trop peu significative pour qu'on puisse la corriger. Vous aurez bien sûr en description un guide des seuils si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet. Donc je vais aller très rapidement. Seuil de signification, il est toujours basé sur un agrégat. Là, on audite Carrefour et Hypermarché. Donc on va faire simple, on va dire que le seuil va être basé sur les ventes. Donc on va prendre les ventes de marchandises. Le taux, il est déterminé par le cabinet. Il dépend de l'agrégat. Là, dans l'exemple que j'ai pris, ces taux sont fictifs, ça dépend des cabinets. On va prendre un taux de 5%. Je précise tout de suite qu'en audit, on met toujours, on fait ce qu'on appelle, on pique les données. Là, vous voyez que j'ai piqué, j'ai fait égal compte de résultat. J'ai pas directement mis le montant en valeur brute, parce que si j'avais mis ça en valeur brute comme ça, vous voyez la colonne formule ici, elle n'est pas renseignée, ça veut dire qu'une personne qui viendrait lire mes travaux ne pourrait pas comprendre d'où vient ce chiffre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours en audit, venir piquer les informations, parce que les travaux que vous faites ne sont pas pour vous, sont toujours pour une personne qui va les revoir. Il y a toujours une chaîne de revue. Le junior est supervisé par le senior par le manager par le partenaire, et le partenaire est supervisé en quelque sorte directement par ce qu'on appelle le H2A, la haute autorité de l'audit. Donc le taux, 5%, on vient le piquer. Du coup, le chiffre d'affaires, le seuil de signification, ça va être les deux. Hop, le chiffre d'affaires multiplié par 5%. On arrondit toujours les seuils à l'inférieur, donc 530 000 euros de seuil. C'est vraiment un cas comme un exemple. Ce qui est bien, c'est que tous les autres seuils repartent du seuil de signification. Donc, le seuil en fait de planification et le seuil de remontée des anomalies découlent du seuil de signification. Donc, le taux du seuil de planification dépend aussi du cabinet en fonction des risques. Là, on va prendre un risque modéré. Tout ça est expliqué aussi dans le guide des seuils qui est en description. Donc ça nous fait 318 000 et on va devoir l'arrondir, ça fait 320 000. Ensuite, on a le seuil de remontée des anomalies. Là, j'ai pris un exemple où le seuil était fixé à 15%, donc du coup ça nous fait 80 000 de seuil de remontée des anomalies qu'on va utiliser pour notre audit. Donc là, on a les trois seuils, et du coup, on sait que c'est le seuil de planification qu'on va utiliser justement pour savoir quels sont les comptes qu'on va auditer et quels sont ceux qu'on ne va pas auditer. Si on va par exemple dans le bilan, on se rappelle, tout ça c'est en cas euros, donc c'est 320 millions d'euros. Donc tout ce qui est inférieur à 320 millions d'euros, on va le considérer comme non significatif. Donc on va le mettre par exemple en vert pour dire on ne l'audite pas. Donc charges constatées d'avance par exemple, on ne les audite pas. Les disponibilités, c'est particulier. On va les auditer, pourquoi? Parce que les disponibilités, avec les capitaux propres, ce sont les deux cycles en fait qu'on audite toujours, peu importe leur montant, parce que le cash, c'est très important. Donc voilà. Vous avez compris la logique. Les seuils nous permettent de savoir ce qu'on va auditer et ce qu'on va mettre de côté. Et une fois qu'on a bien compris ça, on va pouvoir commencer nos travaux. Dans une équipe d'audit, vous avez beaucoup parfois d'intervenants. Il n'y a pas une seule personne qui va tout auditer. Donc on va devoir faire la répartition des travaux entre les différents membres de l'équipe.
Là, je vous présente les différents grades que vous avez en audit. Vous avez les stagiaires, les alternants. Vous allez passer 2 ans en tant que junior, 3 ans en tant que senior, 3 ans en tant que manager, 3 ans en tant que senior manager, ou plus, parce que malheureusement le passage en partenaire n'est pas automatique. Et ce qui se passe, c'est que les cycles les plus simples, les plus accessibles, les moins risqués, on va les confier aux juniors. C'est exactement pour ça que j'ai créé, vous le voyez ici, la Junior Academy, qui est une formation où l'objectif, c'est de vous préparer aux 6 cycles: capitaux propres, cash, fournisseurs et achats, immobilisation et clients. Donc de vous préparer à ces 6 cycles parce que ce sont les cycles qu'on va vous confier dès votre première semaine en cabinet. L'objectif de l'académie, contrairement à ce que vous voyez sur YouTube et aussi sur les réseaux, c'est de vous rendre opérationnel. Parce que c'est une chose, par exemple, là je vous ai parlé des seuils, de savoir philosophiquement comment fonctionnent les seuils, mais c'en est une autre de savoir comment les calculer sur Excel et de savoir comment formaliser vos travaux sur Excel. C'est ça la différence entre le contenu que vous voyez, qui est théorique malheureusement sur YouTube, et la pratique sur laquelle vous allez vous entraîner dans la Junior Academy. Donc je vous ai mis un lien en description pour toutes les personnes qui vont bientôt commencer en cabinet, ou qui sont déjà en cabinet, et qui veulent euh, prendre de l'avance sur les autres pour sécuriser leur période d'essai, mais aussi progresser plus vite, sauter un grade, jumper comme j'ai pu le faire. Donc maintenant, on a une vision claire. On fait un petit récap. On a la balance générale, on l'a fiabilisée, on sait qu'elle est bien bonne, on a contrôlé le solde à zéro, on a contrôlé le résultat de N-1 avec les comptes qu'on avait certifiés en N-1. On a calculé les seuils, donc maintenant on sait identifier les cycles qui sont significatifs, qu'on va auditer, les cycles qu'on ne va pas auditer. Maintenant, pour y voir plus clair, en audit, on a ce qu'on appelle des leads. Les leads, c'est simplement le fait d'éclater cette balance générale qui est dans un onglet, ici, de les éclater dans les onglets que vous voyez que j'ai affichés ici, lead, en différents cycles. En fait, ça nous permet d'y voir plus clair dans les comptes qui composent les cycles. Par exemple, là, on se retrouve dans le lead des capitaux propres. Là, vous voyez qu'on a 100K euros, donc ça fait 1 milliard 28 millions. Et en fait, quand on fait la somme dans la balance générale des comptes de classe 1, donc tous les comptes qui sont ici, on retrouve bien le même montant. Donc en fait, c'est ça. Toutes les leads que vous voyez ici, c'est simplement, on reprend cycle par cycle tous les comptes qui composent justement le solde qu'on va, le solde qu'on va auditer. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Ça sert déjà à y voir plus clair, à mettre des commentaires pour faire la répartition, pour faire des points d'attention et surtout pour savoir quelles sont les procédures qu'on va faire compte par compte. Eux aussi, ça nous permet, en fonction des cabinets, d'avoir un suivi. Par exemple, ici, on peut créer une colonne suivi et dire est-ce que le compte a déjà été audité, oui ou non. Pourquoi? Parce que forcément, il y a des centaines de comptes parfois. Quand on fait un audit, il faut vraiment à la fin s'assurer que tous les comptes ont bien été audités, que l'audit est bien terminé. Et c'est facile en audit en fait d'oublier d'auditer un compte. C'est pour ça qu'on fait ce suivi-là dans ces onglets. Dans le détail, cet onglet, si on prend par exemple les cycles un par un, on va prendre l'exemple du cycle fournisseur, on va se demander comment est-ce qu'on va faire pour auditer le cycle fournisseur. C'est exactement l'ambition de la Junior Academy, c'est de vous introduire à chacun des cycles qu'on va vous confier pour que vous puissiez être opérationnel. L'audit, c'est un métier qui est technique, qui est exigeant, et c'est un métier aussi pour lequel malheureusement, soit les périodes d'essai sont difficiles, soit elles sont complètement injustes. Alors si tu es ici, j'imagine que c'est parce que tu le sais déjà, que ça te pousse à vouloir te former, sauf que sur Internet jusqu'à présent, personne ne prenait la peine, le temps de t'expliquer l'audit de manière pratique et pas simplement théorique. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la Junior Academy. Pour me présenter, donc je m'appelle Dylan, j'ai passé 4 ans chez EY à Paris en audit financier, où j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de formation de mon cabinet. Au total, j'ai formé plus de 120 juniors lors de séminaires. Et mon ambition, mon objectif
avec la Junior Academy, c'est de t'expliquer chacun des cycles qu'on va te confier lors de ta première saison. Là où l'Académie se distingue, c'est que, bien sûr, après t'avoir expliqué les fondamentaux de l'audit et les bases de l'audit, je vais rentrer en détail dans les mémos Excel, donc dans les fichiers de travail Excel, pour chacun des cycles. Donc pour chaque cycle, tu vas avoir déjà des exercices à faire en comptabilité sur Excel, mais surtout des simulations d'audit réalistes pour que tu puisses être beaucoup plus à l'aise le jour où tu mettras les pieds en cabinet. Si tu es convaincu, clique sur le lien. On se retrouve pour le premier module. Salut!